Petit 3, insertion et élimination non réductrice. On va voir ici deux nouveaux processus en commençant par l'insertion. Par définition, lors d'une insertion, un ligand L insaturé, qu'on notera par exemple A double liaison B, mais il peut aussi y avoir une triple liaison, s'insère dans une liaison M liaison X, où X est un ligand X bien sûr. On distingue alors deux types d'insertion. En général, les deux cas les plus classiques, c'est le cas du ligand monoxyde de carbone, CO, et le cas du ligand éthène, même s'il peut y avoir d'autres exemples. Dans le cas du monoxyde de carbone, on parle d'insertion 1,1. Voilà ce qui se produit. On part d'un complexe M liaison X et du ligand CO. Premièrement, il y a complexation, avec formation d'une liaison simple entre le métal et le carbone du ligand CO. Alors ici, la nature de la liaison est un peu ambiguë, puisqu'on a vu quand on a étudié le ligand CO que ça peut être une liaison simple ou une liaison double en fonction de la forme mésomère. Mais bon, admettons, disons que c'est une liaison simple pour rendre la chose plus simple. Et ensuite, il peut y avoir insertion 1,1, c'est-à-dire que le carbone qui est ici peut venir entre le métal et le ligand X auquel il est lié pour former une liaison avec le métal et une liaison avec le ligand X. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment une chimie qui est inhabituelle pour nous et qui peut ne se produire que sur les métaux de transition. Alors pourquoi on peut faire ça sur les métaux de transition alors qu'on ne peut pas le faire dans la chimie organique classique? En particulier parce que il faut comprendre qu'un métal, ça fait des liaisons de coordination qui sont un peu plus faibles en énergie que des liaisons covalentes classiques en chimie organique et qui sont surtout plus longues, puisque ce sont des liaisons qui sont en général faites avec des orbitales d. Comme elles sont faites avec des orbitales d, qui sont des orbitales assez diffuses, eh bien, il y a une plus grande malléabilité de ce qui peut se produire, et donc la possibilité pour le carbone ici de venir, entre guillemets, s'insérer entre M et X, comme il a pu le faire dans ce mécanisme. Une petite remarque, donc, l'insertion 1,1 stricto sensu, c'est ce processus-là. Quand le CO est complexé, il vient se mettre entre le métal et un ligand X. Mais on peut aussi appeler cette combinaison complexation suivie d'insertion 1,1, on peut appeler tout ça une insertion 1,1 également. Dans le cas de l'éthène, c'est un peu différent ce qui se produit. On a un métal relié à un ligand X plus l'éthène. Complexation de l'éthène. Là encore, la nature de la liaison est un peu ambiguë, puisque ça va dépendre s'il y a une forte rétrodonation ou non, mais admettons que ce soit simplement une complexation comme ceci. Et ensuite, il peut y avoir insertion 1,2. Là, on a carrément les deux carbones qui s'insèrent entre le métal et le ligand X, formant pour l'un des carbones une liaison avec le métal, et pour l'autre carbone, une liaison avec le ligand X. Donc là, c'est très inhabituel pour la chimie organique conventionnelle, mais au final, c'est vraiment des processus qui sont observés assez couramment lorsqu'on fait intervenir des ligands carbonyles, par exemple, ou des ligands éthènes sur des métaux de transition. Donc, l'insertion 1,2, ici, donc, elle est dessinée pour le ligand éthène. Des fois, la combinaison complexation plus insertion 1,2, on peut l'appeler insertion 1,2 pour la totalité de ces deux étapes. Donc souvent, le ligand carbonyle fait des insertions 1,1 et les alcènes font des insertions 1,2. Mais évidemment, il y a une grande richesse de réactivité. Là, c'est deux exemples que l'on donne et vous pourriez très bien avoir quelque chose de nouveau à explorer dans un sujet. Dans ce cas, il faudra s'adapter en s'inspirant de ces choses-là. Exemple ici de réaction donc avec des carbonyles et des éthènes, avec ici ce complexe de manganèse, et donc insertion d'un des ligands carbonyles entre le manganèse et le CH3, pour donner ceci. On voit que le nombre d'électrons de valence du complexe diminue de 2, mais par contre son nombre d'oxydation ne change pas. Ici, de la même façon, donc où il y a un éthène qui peut s'insérer entre le molybdène et un ligand H, pour donner ceci. De la même façon, le nombre d'électrons diminue de 2, mais le nombre d'oxydation ne change pas, ce qui est bien logique puisque on a diminué de 2 le nombre d'électrons en retirant un ligand L, et comme il est venu s'insérer en fait entre le métal et un ligand X, on a conservé finalement un ligand X, mais simplement en changeant la nature du ligand X, mais tout en retirant un ligand L.
Donc on a bien retiré 2 électrons en retirant le ligand L, mais on n'a pas changé le nombre d'oxydations. À retenir donc, pour ce type de réaction d'insertion, le nombre d'oxydations du métal est inchangé, mais on a une perte de 2 électrons de valence. Ça peut être intéressant, comme je vous ai dit, de calculer le nombre d'électrons de valence et le nombre d'oxydations pour arriver à détecter quel type de processus on a eu. Petit b, élimination non réductrice ou désinsertion. N'hésitez pas à noter désinsertion, mais les deux noms sont équivalents. Une élimination non réductrice, par définition, c'est le processus inverse de l'insertion. Dans le cas le plus fréquent, c'est souvent les processus inverses d'une insertion 1-2. J'ai marqué élimination, mais c'est insertion 1-2. Donc ici, si on a eu par exemple une insertion 1-2 d'un éthène qui a donné ceci, eh bien on peut faire la désinsertion pour récupérer l'éthène donc sous forme d'un ligand complexé avec le métal, et puis ensuite dissociation avec libération de l'éthène. Parfois la combinaison désinsertion plus dissociation, donc ces deux étapes-là, est appelée désinsertion pour les deux étapes en tout. Exemple ici, on a un cobalt relié à une chaîne ici propyle, et on va avoir désinsertion de la chaîne propyle, qui va se retrouver complexé là, mais l'hydrogène qui est ici, lui par contre, va rester en tant que ligand X sur le métal cobalt. Et puis ensuite dissociation. On voit que lors d'une désinsertion, le nombre d'électrons augmente de 2, puisqu'on a en quelque sorte conservé un ligand X, mais on a également ajouté, complexé au métal, un ligand L. Par contre, le nombre d'oxydations ne change pas. Ensuite, il peut y avoir départ avec une dissociation du ligand L, d'où le nom d'élimination non réductrice, puisque le nombre d'oxydations n'a pas changé. On vient donc de décrire jusqu'à maintenant 7 processus élémentaires, que je vais résumer. Il y avait donc la complexation, la dissociation, la substitution, l'addition oxydante, l'élimination réductrice, l'insertion et la désinsertion. Avec ces 7 processus élémentaires, on peut déjà décrire de nombreux mécanismes catalytiques qui utilisent les métaux de transition, comme nous le ferons par la suite. À ces processus de base, il faut ajouter d'autres types de réactions, comme en particulier des réactions qui peuvent se produire sur les ligands alors qu'ils sont complexés au métal, mais qui ne font pas directement intervenir le métal. En effet, on a vu que la complexation d'un ligand par un métal de transition peut modifier profondément sa réactivité. Le cas le plus emblématique, celui qu'il faut vraiment retenir, c'est le cas des alcènes, qui, quand ils sont complexés sur un métal, deviennent électrophiles. Exemple ici, on a un éthène, qui normalement, quand il est seul, n'est pas électrophile, qui subit l'addition nucléophile d'un carbanion, parce que comme il est complexé sur un métal de transition, alors il devient électrophile et il peut subir cette addition d'un nucléophile pour donner ici cette chaîne carbonée. On a déjà vu des carbanions qui attaquent des alcènes, mais en général, il faut que l'alcène soit situé en alpha d'une double liaison CO, comme c'est le cas par exemple pour l'addition de Michael, où on a un carbanion qui attaque un alcène qui est en position alpha d'une double liaison CO et donc rendu électrophile. Ici, on a quelque chose de similaire, sauf qu'au lieu d'être rendu électrophile par une double liaison CO qui serait en alpha, et bien ici, il est rendu électrophile par le fait qu'il est complexé sur un métal. La complexation de l'éthène sur un métal peut également produire d'autres réactions. En particulier, comme la BV de l'éthène est peuplée par rétrodonation, cela va rendre possible des réactions qui étaient interdites avec de l'éthène seul. En particulier, les cycloadditions 2+2. En effet, la cycloaddition sur laquelle on a travaillé avec les alcènes cette année, c'était la Diels-Alder, qui est une cycloaddition 4+2, puisqu'on peut montrer qu'il est impossible de trouver des recouvrements frontaliers non nuls lorsqu'on approche 2 éthènes pour tenter une cycloaddition 2+2. Donc l'éthène ne peut pas faire un cycle à 4 carbones en réagissant sur lui-même. Mais lorsqu'il est dans la sphère de coordination d'un métal, c'est-à-dire lorsqu'il est complexé, alors ce type de réaction peut avoir lieu, ou du moins un type de réaction similaire. Et c'est ce qui donnera lieu à ce qu'on appelle plus tard la métathèse des alcènes, une réaction que nous verrons dans ce chapitre. Donc ça ressemblera à ça.
En gros, un alcène ici, qui serait un alcène qui possède des groupes R2, réagit avec ce qu'on appelle un carbène métallique. C'est un carbone qui fait une double liaison avec un métal de transition. Et lorsque un carbone fait une double liaison avec un métal de transition, il peut réagir avec un alcène en faisant une cycloaddition 2+2, qui nous donne un cycle à 4, dans lequel il y a 3 carbones et le métal. Ce cycle, on appelle ça l'intermédiaire métallacyclobutane. Et ensuite, il peut y avoir une rétrocycloaddition 2+2, qui donnera un nouveau carbène et un nouvel alcène. Ce qui est intéressant, on voit, c'est qu'ici, on était parti d'un alcène qui avait 2 groupes R2, et à la fin, on obtient un alcène qui a un groupe R1 et un groupe R2. Autrement dit, on voit qu'on a pu modifier l'un des groupes sur l'alcène, et c'est ça la métathèse des alcènes que nous verrons par la suite. Grand 5, cycle catalytique et application en chimie organique. On vient de voir plusieurs processus élémentaires nouveaux qui peuvent se produire grâce aux métaux de transition. Eh bien, de nombreuses réactions aujourd'hui sont utilisées, soit au laboratoire, soit dans l'industrie, qui utilisent les propriétés catalytiques des métaux de transition pour réaliser des choses que l'on n'arriverait pas à faire autrement. Il y en a 2 qui sont au programme, l'hydrogénation des alcènes, que nous allons voir dans ce chapitre, et la métathèse des alcènes, que nous allons voir également. Mais il est possible dans un sujet de concours de vous faire étudier finalement une réaction de catalyse par un métal de transition qui n'est aucune de ces deux-là, puisqu'avec les connaissances que nous venons d'acquérir, avec toutes les étapes élémentaires que nous avons vues, eh bien vous devez normalement pouvoir analyser n'importe quelle catalyse par métal de transition de façon logique. Ce qu'on attendra de vous, c'est que vous identifiez chaque étape de la réaction, expliquez quels sont les processus élémentaires qui se produisent, que vous donniez le bilan de la réaction. Tous les cycles catalytiques ont une structure générale similaire, que nous allons étudier ici. En effet, le cycle rencontre des modifications qui sont subies par le catalyseur au cours de la réaction, donc on ne va pas l'écrire comme un mécanisme de chimie organique classique. En général, l'attention va plutôt être portée sur les modifications de structure du substrat, et on aura une structure qui aura cette allure-là. On aura le catalyseur. Ce catalyseur va se transformer plusieurs fois, selon un cycle qui, à la fin, va régénérer le catalyseur. Et donc, ce qui va être au centre, en fait, ce ne sera ni les réactifs ni les produits, mais ce sera tous les intermédiaires qui permettent au catalyseur de se transformer, puis d'être régénéré. Ce qui va rentrer dans le cycle, ce sera les réactifs. Et ce qui va en sortir par des flèches qui montrent ici, des flèches qui sortent, ce sera les produits. Enfin, des fois, le catalyseur lui-même ne correspond pas à ce qui est ajouté dans le ballon pour faire la réaction. Ce qui est ajouté dans le ballon, c'est un autre composé qui ressemble au catalyseur, mais qui, après une ou plusieurs réactions, va se transformer dans le catalyseur qui va ensuite permettre de faire le cycle. Pourquoi on fait ça? C'est parce que souvent, le catalyseur, c'est un composé très réactif. Autrement dit, il est difficile de le stocker. Pour éviter des problèmes de stockage, on le stocke sous une forme moins active, une forme qu'on va appeler le précurseur du catalyseur, et qui, au contact du bon solvant, va pouvoir, après quelques actes élémentaires, se transformer dans le catalyseur, qui va ensuite démarrer le mécanisme en chaîne, qui va consommer les réactifs et former les produits. À noter que ce type de mécanisme en chaîne, peut très bien correspondre à ce que nous avons vu dans le chapitre de révision de cinétique sur les mécanismes en chaîne. Dans ces cas-là, toute la boucle qui est ici est appelée la chaîne ou encore l'étape de propagation du mécanisme. Pour écrire le bilan d'une réaction comme celle-ci, il suffit simplement de repérer quels sont les réactifs et quels sont les produits, et le bilan ce sera juste réactif donne produit. Finalement, tout ce qui intervient dans le cycle, ainsi que la transformation du précurseur en catalyseur, n'interviendra pas dans le bilan. Enfin, une dernière chose, pour bien différencier le précurseur du catalyseur et le catalyseur, le précurseur on l'introduit au début, il se transforme en catalyseur, mais ensuite il ne sera pas régénéré. C'est le catalyseur qui est régénéré à travers de nombreux cycles, mais le précurseur, il est perdu.